Où en sommes-nous avec les dossiers Matata? Matata devant la Cour constitutionnelle, Matata devant la Cour de cassation. Il y a un silence, mais nous allons essayer d'en parler, faire une rétrospective judiciaire par rapport à ces dossiers. Vous le savez très bien, il y a un silence, mais nous allons essayer d'en parler avec Maître Frédéric Tchingej. Bienvenue, Maître. Merci. Oui, dans une représentation de Floride Santoto. Merci David. Voilà, la justice congolaise, la bataille entre le droit politique et les bons droits. Maître Tchingej, on commence beaucoup plus à voir que la politique est en train de prendre de l'ascendance sur le bon droit. Et ce qui est beaucoup plus dangereux. Oui, évidemment, c'est ce que nous, en tant que juristes sérieux, comme je l'ai toujours dit, nous déplorons parce que la pente est maintenant tellement inclinée. Si nous prenons l'histoire de notre droit congolais, et l'histoire du droit, c'est à travers ces jurisprudences que l'on sent de telle époque à telle époque, qu'est-ce que nous avons vécu, de telle époque à telle époque, qu'est-ce que nous avons vécu. Mais actuellement, nous sentons que la pente est tellement inclinée que la justice, c'est pas moi qui le dis le premier, je pense que nous avons suivi le chef de l'État qui l'a dit une fois, que la justice avait des problèmes, et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai pu le dire et l'affirmer que notre justice a beaucoup de problèmes. Parfois, la justice peut rendre une décision. Au niveau de l'exécution, c'est un problème parce que la marche judiciaire a deux phases. Il y a une phase purement juridictionnelle où un procès est entamé, et il y a une deuxième phase, c'est d'arriver à exécuter la décision. À cette étape-là aussi, il y a trop de problèmes, trop à dire, parce qu'il y a des gens qui circulent dans la ville ici ou à travers les pays avec des décisions de justice rendues conformes, coulées en force de choses jugées, mais qui ne parviennent jamais à les exécuter, ce qui n'est pas normal. Maître, moi je vais poser une question à deux volets. Le premier volet, ça veut dire, quelle est aujourd'hui la perception de vous, avocat, votre corps, à l'égard de la justice congolaise, le fonctionnement de la justice congolaise? D'abord cette question, ça c'est le premier volet. Oui. Bon, nous sommes partenaires de la justice. Tout avocat, vous savez que celui qui reçoit notre serment est devant une cour. C'est un magistrat à la cour, ça peut être la cour d'appel, ça peut être la cour de cassation. Et en tant que partenaire de la justice, nous avons, nous en tant qu'avocats, le devoir d'accompagner la justice à s'étaler et à être plus meilleure. Mais vous savez que les avocats ne rendent pas de jugement, ne prennent pas de décision de justice, mais ils jouent un grand rôle parce que nous sommes ceux qui nous incarnons ce que l'on appelle le droit de la défense, qui est un droit fondamental et constitutionnellement protégé. C'est ça notre rôle, nous sommes dans cette incarnation-là pour accompagner notre justice. Mais si nous devons aujourd'hui parler de cette même justice, nous disons que nous avons encore beaucoup trop à faire, parce que c'est au niveau de l'exécution de la volonté. La volonté peut être là, mais comment matérialiser cette volonté? Nous sommes dans une difficulté qui ne dit pas son nom. D'accord, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet alors, c'est cette affaire, l'affaire Bukanga Nonzo Matata. C'est une affaire qui a commencé il y a plusieurs mois en République démocratique du Congo. Vous, votre corps, puisque vous avez également le temps d'échanger avec d'autres collègues avocats à ce sujet, quelle est aujourd'hui la perception que l'ensemble des avocats ont sur cette affaire Matata Ponyo? Oui, la majorité des avocats, moi je vais aller plus, parce que quand on parle d'avocat, c'est trop subjectif. Oui. Moi j'aime y aller dans le sens du droit. Oui. Parce qu'un avocat qui s'écarte du droit, je ne pense pas que je peux les considérer comme tel, que ce soit un magistrat. Je vais demeurer dans les carrés du droit. Je vais d'abord donner les étapes de cette affaire. Oui. Allez-y. Cette affaire a commencé dans la rue. La rue a fait du bruit sur un citoyen congolais qui était à l'étranger. Ça, c'est la première étape. Tellement que ça fait du bruit, il a entendu d'où il était qu'il y avait trop de bruit derrière lui. Il s'est décidé de venir affronter la justice. En tout citoyen, parce qu'on ne peut pas fuir la justice. Si c'est votre propre justice, qui est née d'un contrat social entre vous et moi, nous avons créé cette justice. Il revient au pays et le procureur général près la Cour constitutionnelle va s'étendre. Ça, c'est la deuxième étape. Pour obtenir la levée des immunités
afin de le poursuivre d'une manière régulière. Mais le procureur général près la Cour constitutionnelle va commettre plusieurs erreurs de droit. Et ce qui va aussi pousser le Sénat dans plusieurs erreurs de droit. C'est-à-dire, il va saisir le Sénat pour un ancien Premier ministre au lieu de saisir le Congrès. Là, c'était déjà, le point de départ était biaisé et le fait d'avancer, c'était encore catastrophique. Mais quand même, le procureur va persévérer à rechercher la levée des immunités par le Sénat. Et le Sénat va faire quoi? Va commettre ce que nous appelons en droit l'usurpation des fonctions publiques. C'est infractionnel ce qui s'est passé au Parlement. Parce que le Parlement n'a pas le pouvoir d'élever les immunités d'un individu qui doit être poursuivi pour des faits prétendument commis pendant qu'il était président de la République. Ce n'est pas de son domaine, c'est du domaine soit de déclenchement, oui, du procureur général de la Cour constitutionnelle, mais quand on arrive là, ce sont les moitiés des deux chambres. Donc aucune chambre n'avait le pouvoir en solo de statuer sur ce cas et de lever les immunités. Mais le Sénat va quand même arriver à lever les immunités. Au départ, le Sénat va se prononcer pour dire on ne lève pas les immunités. Et le procureur va persévérer pour solliciter maintenant la levée pour un autre dossier. Ce qui est normal. Mais la décision du Sénat va être catastrophique parce que là, le Sénat va usurper les fonctions du Congrès. Parce que le Congrès, vous êtes sans ignorer que le Congrès a un règlement intérieur. Le Congrès. Le Congrès a un règlement intérieur. Et si vous lisez l'article 44, traite de cette question ici. C'est le Congrès qui statue en cette matière. Mais là, on va usurper le pouvoir de la Chambre basse pour ramener à la Chambre haute qui va statuer et lever les immunités. Et à ce moment-là, le ministre Matata est dépourvu de son droit de la défense parce qu'il ne se présente pas devant le Sénat pour défendre son cas avec toutes les pièces dont il avait besoin. Donc le droit de la défense est également violé. Il se présente et on lève les immunités à la va-vite. Il se présente devant le procureur général de la Cour constitutionnelle, il est entendu et le procureur décide de classer cette affaire sans suite. Ça, c'est une autre étape. Bien qu'il classe sans suite, mais la procédure entamée était biaisée et en violation de la loi. Le procureur va continuer à marteler sur l'affaire Boukangalonzo. Et là, ça fait du bruit. La rue qui a commencé cette affaire va reprendre encore du bruit pour dire non, il doit être entendu. Vous avez suivi même l'IGF qui a déclaré qu'il doit être condamné. Il sera d'ailleurs condamné. Nous avons suivi ce qui était encore scandaleux qu'un OPJ qui a prêté serment devant un tribunal de grande instance va se prononcer sur une question gérée par un procureur général près de la Cour constitutionnelle, mais on va laisser passer. Ce qui est scandaleux si nous devons être sérieux et respecter le droit. L'autre étape qui va s'en suivre est que, sans avoir entendu les sénateurs, on va quand même envoyer l'affaire en fixation. L'affaire, une fois en fixation, là je vais louer la bravoure de la Cour constitutionnelle qui a refusé de faire ce que nous avons appelé le procès de Jésus-Christ, parce que la foule a crié, nous allons suivre la foule. Et aussi, c'est historique, étant donné que c'était la première décision de l'histoire de la RDC rendue en matière pénale devant la Cour constitutionnelle. C'était la première décision. Alors là, les magistrats devaient laisser les empreintes. Et nous avons loué la décision qui a respecté le droit. Cette étape-là... Donc visiblement, ils ont refusé d'aller dans les bêtises. Oui, oui. Pour que ce soit des empreintes qui salissent l'image de la justice. Voilà, parce que si ils rendent une décision qui va en violation de la loi, dans l'avenir, d'autres juristes seraient dans l'obligation de revenir sur cette décision-là. Et ce sera une grosse erreur. Voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, maître, oui, nous sommes en train de voir, mais le président du Sénat continue toujours à insister qu'on Matata Ponyo puisse présenter une notification du dossier sans suite. Voilà. Je vais compléter la question. Comment est-ce que l'on sait qu'un dossier est sans suite? C'est le parquet qui doit le présenter, c'est Matata Ponyo, le sénateur, qui doit aller demander ce dossier-là, parce qu'il y a un flou bizarre, on ne comprend plus rien. Oui, moi je vous dis, en matière de droit,
les notifications. Nous sommes dans un état de droit écrit. C'est le principe. Tout se passe par des documents écrits. Soit ce sont des exploits, soit ce sont des décisions qui proviennent de parquet, comme le classement sans suite. Ce sont des documents. Mais, il ne faut pas oublier que le but lui-même de tous ces documents-là, c'est la signification. C'est l'information, l'opposabilité des décisions. Qui, dans ces pays, ignore que la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée? Qui ignore? On peut y aller dans le principe du standard. On s'est dit toute personne placée dans les mêmes circonstances. Il n'y a aucun Congolais aujourd'hui qui n'est pas informé. Mais il n'y a aucun document. C'est une décision... Non, quel document? Oui, parce que le président du Sénat continue, il dit que j'attends jusque-là. Mais quel est le nom de ce document? Que je sois notifié. Quel document? Qu'il soit notifié. Les documents montrant que Matata Ponyo, dans les dossiers des organisations, il y a sans suite. Le dossier est classé sans suite. Je dis ceci, hein, je peux y revenir 10 à 20 fois. Oui. Matata Ponyo et tous les sénateurs sont dans un même bloc. Moi, je pense que si vous avez levé les immunités d'un parlementaire, vous avez le devoir moral de suivre, d'obtenir la suite. Ça veut dire que il doit y avoir un pas au niveau du Sénat pour aller s'informer. Faire la justice. Oui, obligatoirement. Ça, c'est un devoir moral. C'est comme vous avez livré votre propre fils devant la justice. Mais quand même, il doit y avoir soit une commission, il doit y avoir... C'est impossible que vous soyez dans un silence des morts. Vous devez, c'est-à-dire le Sénat doit suivre si réellement... Mais moi, je n'aime pas trop faire... Mais lui, il considère ça comme une immixtion. Moi, je n'aime pas trop faire ce débat. Oui. Parce que ça nous ridiculise si nous devons parler droit. À moins que l'on parle politique. Si nous devons parler droit, je poserai juste une question. Allez-y. Le Sénat était-il compétent d'élever les immunités? Je dis non. Non, c'est le point de départ. Le Sénat n'était pas compétent pour lever les immunités. Comment ça? Parce que les faits en question sont les faits près la Cour constitutionnelle et d'un ancien Premier ministre. Et la Constitution ainsi que le règlement intérieur du Congrès sont très clairs. Que c'est les Congrès qui gèrent ces dossiers au niveau du Parlement. Ce n'est pas une seule chambre. C'est les Congrès qui gèrent ces dossiers. C'est les Congrès qui décident. La décision elle-même, elle a été prise en violation de la loi. Comment voulez-vous qu'un juriste sérieux se présente devant vous et fasse le débat de ce qui s'en est suivi? Vous comprenez? Donc pour moi, le vrai débat doit commencer au niveau de l'autorisation même de lever les immunités. Parce qu'aujourd'hui, le Sénat peut vous dire que nous ne sommes pas compétents d'aller suivre ce dossier parce qu'il ne nous revenait pas à nous de prendre une décision. Ça sera aussi une réponse. Alors maintenant, nous sommes dans l'hypothèse que le Sénat a levé les immunités. Il doit faire le suivi. Ce n'est pas Matata qui doit faire le suivi, c'est le Sénat. Parce que c'est le Sénat qui a levé les immunités. Pourquoi le Sénat a levé les immunités? Est-ce que le Sénat, en levant les immunités, avait déjà la décision finale de la justice? Non. Mais le Sénat avait des accusations qui n'étaient que des présomptions, des prétentions d'un parquet. Et le Sénat, si nous vous disons que le Sénat est saint, c'est-à-dire le Sénat voulait dans toute sa sainteté de comprendre si son sénateur était trempé, oui ou non. Et lui-même... C'est au pied de cette question que le Sénat aurait levé les immunités. Mais si le Sénat lève les immunités, parce qu'il veut comprendre, mais pourquoi s'arrête en cours de route? Et l'intéressé, lui aussi, peut aussi demander à ceux qui sont... Évidemment, oui. Je parle en amont comme en aval. Okay. Ce n'est pas le concerné qui avait levé les immunités. Ce n'est pas lui. Il y a un organe qui a levé les immunités. Mais c'est la chambre à laquelle il appartient. Oui, qui a levé les immunités. Oui. Et qui a également le devoir moral, j'ai dit un devoir moral d'avoir la suite réservée. C'est une simple lettre qui a 3 phrases. Monsieur le procureur général de la Cour constitutionnelle, voudriez-vous nous donner la suite réservée au dossier tel, tel, tel? Parce que la signature de la levée des immunités est venue de là.
Et le procureur général de la Cour constitutionnelle va aussi répondre par écrit, donnant la situation de ces dossiers. Donc, ça, c'est en amont. Il est clairement établi aujourd'hui que le Sénat refuse carrément. Le Sénat s'est arrêté, et c'est ce qui démontre qu'il y a anguille sous roche. Parce que vous entamez une procédure et vous l'arrêtez en cours de route. Alors que les intérêts d'un sénateur sont en jeu. Qui doit protéger les sénateurs? Qui est le premier à protéger les sénateurs? C'est le Sénat. C'est le Sénat. Avant d'aller vers une autre institution, c'est le Sénat qui protège les sénateurs. Alors maintenant, puisqu'aujourd'hui nous sommes devant un silence, est-ce qu'on peut conclure, on peut dire que Augustin Matata Ponyo devra certainement répondre devant la Cour de cassation? Ce qui est impossible. 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 Par rapport à quel fait? Il peut répondre si aujourd'hui il commettait une infraction. C'est un scénario qu'on peut même Par rapport à envisager. quel fait? Parce que vous êtes Mais ignorer ça veut dire que le procureur, près la Cour constitutionnelle, aurait transmis les dossiers au niveau il de la Cour de n'existe, je cassation. vous ai dit, je vous dirai ça, il n'existe aucune passerelle entre les deux procureurs. Ça n'existe pas. Ils peuvent se croiser contre moi et vous et se parler. Oui, c'est normal, ce sont des humains. Mais s'ils doivent agir en termes de procédure, il n'existe aucune passerelle. Parce que quand la loi veut une chose, elle le dit clairement. Et s'il les faisait, donc c'est une violation. C'est la violation de la loi. Donc il légifère. Donc il a légiféré, et lui-même il a légiféré, il a exécuté. Parce que moi je me dis que pour qu'un magistrat pose des actes, il doit retrouver son comportement dans la loi. Et pourquoi est-ce que le législateur a séparé tous ces procureurs-là? C'est en matière de compétences. Alors, je voudrais essayer de faire un tableau comparatif parce que avec certaines personnalités politiques congolaises qui étaient devant la justice, je vais prendre un cas. Le cas de l'ancien directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamerhe. Alors, il y a eu un débat, même si dans l'autre degré, je ne sais pas comment, je ne connais vraiment pas le terme, en appel, Vital Kamerhe a encore été condamné et la peine a été réduite. Est-ce que lorsque, dans le cas de Vital Kamerhe, et qu'il était malade, condamné, est-ce qu'au regard du droit, il peut s'autoriser d'aller à l'étranger, se soigner et revenir? Évidemment. La santé, c'est, vous savez, le droit à la vie. Même quand on est condamné? Même quand on est condamné. Est-ce qu'il a été condamné à mort? Non. Même s'il était condamné à mort, l'exécution d'une peine de mort est prévue par la loi. Ce n'est pas qu'il meurt d'une maladie. Alors, dans les cas... ce qui s'est fait là, c'est le droit. C'est le droit. mais c'est légal. Alors, vous avez un condamné, mais qui a eu des soucis de santé, qui est parti. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait pour un sénateur qui n'était pas condamné? Et en plus, qui est empoisonné. Bon, le problème, bon, il n'est pas empoisonné, c'est un terme technique. Quand on dit empoisonné, c'est lorsque la personne est décédée d'un poison. C'est là on parle d'un empoisonnement. Mais quand vous avez le poison dans le corps, vous n'êtes pas encore empoisonné. Nous parlons d'une tentative d'empoisonnement. Effectivement. C'est comme par exemple quelqu'un qui est assassiné. Alors parlons de tentative d'empoisonnement. Pourquoi ne l'a-t-on pas permis d'aller se soigner alors qu'il n'était pas condamné? Vous avez deux cas. Oui, je parle des deux cas. Oui. Les deux cas sont les mêmes. Que ce soit le cas de Vital Kamerhe ou le cas de Matata Ponyo, par rapport à leur état de santé, c'est la même chose. Parce que la vie, on ne blague pas avec la vie. Quand on a des soucis en justice, ce n'est pas qu'on est condamné à mourir. Même quand on est déjà condamné à mort, l'exécution est prévue, la procédure d'exécution est prévue. Jamais nous avons une loi qui prévoit que la peine de mort peut être exécutée par la voie d'une maladie, ça n'existe pas. Mais quand on est malade, on a le droit de se faire soigner. Vital Kamerhe a le droit de se faire soigner, Matata Ponyo a le droit de se faire soigner. Et l'appréciation maintenant revient à la personne qui détient, qui a le pouvoir de limiter votre droit d'aller et de revenir. Si cette personne, après appréciation, se rend compte que on peut vous laisser partir et il y a toute la sécurité possible que vous n'allez pas vous échapper, étant donné que votre procédure est encore en cours, tout ça, c'est lui qui prend les dispositions, parce que c'est le parquet qui prend les dispositions de vous ramener devant votre juge, si le juge veut vous entendre. Pour le cas de Matata Ponyo, quelle est l'autorité qui a le pouvoir aujourd'hui de décider qu'il a se faire soigner?
sur le plan du droit, cette autorité n'existe pas. Ah bon? Oui, n'existe pas sur le plan du droit. Pour le cas de Matata. Il n'existe pas cette Il n'y a autorité. aucune autorité qui peut le lui interdire de sortir. À ce stade, Oui. il n'existe pas. C'est-à-dire, Matata Ponyo en tant que sénateur, Matata Ponyo ayant ses immunités aujourd'hui, moi je parle en droit, je ne parle pas par rapport à ce qui s'est fait. Moi je suis dans le carré de la loi, Matata Ponyo a ses immunités, Matata Ponyo va se référer à la loi qui lui donne les pouvoirs d'aller et de revenir lorsqu'il s'agit d'une situation de santé. Là, c'est la loi. Maintenant, s'il y a une restriction, s'il y a une limitation, une obstruction, c'est illégal parce que rien ne justifie que par rapport à son cas. Les poursuites qui étaient entamées contre lui n'existent plus. C'est-à-dire, il n'y a pas de mesures que notre justice peut aujourd'hui justifier dans le chef du sénateur. Ça n'existe pas sur le plan du droit. Ça n'existe pas. Mais s'il y a une autorité qui prend une décision de dire que non, il ne doit pas se déplacer, mais il faut, une personne qui est poursuivie, on doit lui donner l'information de qu'est-ce qu'on lui reproche. C'est une obligation. Même devant un OPJ, quand un OPJ vous poursuit, il a d'abord l'obligation de vous dire directement quand vous êtes devant lui, vous êtes poursuivi pour avoir violé telle disposition légale. Mais Matata Ponyo n'a aucune information. Quelle est l'information? Moi, je suis son avocat aujourd'hui. Et même s'il y avait cette information-là, il est poursuivi pour rien. Il n'est pas poursuivi. Par rapport au dossier que moi je maîtrise, Matata Ponyo n'est pas poursuivi. Alors Il l'était, mais il n'est plus poursuivi aujourd'hui. Parce que si le parquet estime qu'il est poursuivi, le parquet communique, le parquet invite. C'est ça, nous sommes dans une procédure. Maintenant, il ne sait plus se déplacer, il est à Kinshasa, il ne sait plus se mouvoir. C'est supposé qu'on n'a pas pu, d'une manière... Vous savez, il y a ce qui se dit partout, que l'administration a toujours été lente. Parfois, une décision peut être prononcée aujourd'hui, mais les actes à poser traînent. Mais pour le cas, ça a pris tellement trop de temps que nous nous disons que cette affaire, est-ce qu'elle est encore à traiter conformément à nos lois? Nous disons que non, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter de légiférer et ne pas respecter nos propres lois. C'est-à-dire quand nous acceptons de légiférer, c'est-à-dire nous sommes d'accord de respecter le texte promulgué. Alors, maître, on peut encore comprendre. Ça, c'est une question. Vous allez m'aider à revenir sur le rail. On pourrait encore comprendre qu'il soit interdit. On pourrait encore comprendre qu'il soit interdit de partir à l'étranger. Mais pourquoi on le lui interdit de se mouvoir même dans son propre pays? Il y a également le risque de pouvoir fuir dans son pays. Oui, on peut fuir de partout. Oui. C'est un principe. Celui qui veut se soustraire des poursuites peut fuir de partout. Mais pour vous le pouvez cas... fuir de votre maison Oui. pour vous cacher chez le voisin. C'est dans un même quartier, c'est sur une même avenue. Le problème, c'est l'intention de fuir. Oui. Mais il va fuir pourquoi? C'est la question la plus importante. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de poursuites contre lui, il fuit quoi? Et lorsqu'on interdit des mouvements, la décision qui interdit doit motiver. Doit motiver. Dire par exemple que non, c'est parce qu'il est poursuivi de tel, ces faits infractionnels sont poursuivables d'une peine minimum d'autant, maximum d'autant. Et comme nous craignons qu'il puisse se soustraire de la justice, nous prenons la décision. C'est comme ça, ce n'est pas un truc qui se passe verbalement, je vous dis non, qui ne parle pas, non. Il y a un document. Il y a un document Okay. qui doit être aussi motivé. Et même la personne, hein, donc vous m'interdisez de faire mes mouvements, c'est pour l'intérêt de la société, c'est pour l'intérêt de la justice, je me soumets, mais j'ai aussi le droit de comprendre pour quelles raisons. Alors, mais la personne qui était accusée d'avoir remis de l'argent à Matata Ponyo, le président d'Africom, on lui a rendu son passeport. Oui. Il est rentré, vous êtes informé? Oui. Et pourquoi l'autre, il est là, il attend? C'est là où je vous dis, ces dossiers, si nous devons nous en tenir qu'au droit, nous ne les retrouvons pas. Moi, je suis un juriste, je travaille sur ces dossiers, ça fait plusieurs mois. Dans toutes mes recherches, je ne retrouve pas un seul texte qui justifie la situation du sénateur Matata Ponyo.
Aucun texte. Donc, est-ce que le fait là de lui remettre son passeport, c'est que c'est en voie d'être résolu, sa situation? Surtout que vous aviez évoqué que nous avons une administration un peu lente dans ce Donc, sens. remettre un passeport Oui. ou le détenir. Vous savez, vous pouvez avoir votre passeport, mais on vous refuse de sortir. Hein. Vous n'allez pas sortir. Non, mais lui, on lui a remis son passeport et il est parti. Il est parti. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire la décision a été prise de lever la décision qu'il avait maintenue. Et ce n'est que après ça qu'on lui a remis le passeport. Oui. C'est en exécution d'une décision. Ce n'est pas que... Mais la hiérarchie a demandé à ce qu'on le laisse partir. Il y a la personne qui a pris la décision en vertu du principe du parallélisme des formes. Oui. C'est l'unique personne qui a le pouvoir encore de retirer sa décision. Oui. Pour vous laisser partir. Mais pour le cas du sénateur Matata Ponyo, et je le dis, vous allez parcourir tout le texte, sa situation n'est pas dans le droit. Elle n'y est pas. Et ça se trouve où? Vous comprenez? C'est qu'il soit d'abord informé. Parce que vous posez aujourd'hui la question à Matata Ponyo, il va vous dire, je me réfère à mes avocats, parce que Matata Ponyo n'est pas un technicien de droit. C'est-à-dire qu'il peut se limiter, arriver à un niveau où il ne peut que se référer à ses avocats pour qu'il ait une explication de sa situation. C'est comme pour la maladie, on se réfère à son médecin. Parce que c'est le médecin qui vous dira que non, vous avez telle maladie parce qu'après examen, il y a ça. Mais nous, après examen, nous disons que sur le plan du droit, il n'y a rien qui justifie cette situation, il n'y a rien qui justifie. Parce que s'il y avait une décision de justice valable ou régulière qui justifiait ça, nous serons aujourd'hui en train de crier à qui de droit, comme on le dit, pour en savoir plus ou pour obtenir... Alors, puisque l'on sait qu'il y a des pesanteurs politiques dans cette affaire, il est tout à fait normal parce que nous avons appris qu'ils ont saisi la Commission africaine des droits de l'homme. Bon, cette démarche-là de la Commission africaine des droits de l'homme, j'étais un peu en train de tâtonner dessus. Parce qu'ici, nous avons affaire à des questions de droit purement internes. Oui. Et comme nous avons affaire à des questions de droit purement internes, les solutions doivent sortir d'ici. Alors, lorsque vous êtes un compatriote et que sur le plan interne, vous sentez que vos droits sont bafoués, vous faites quoi? Sur le plan interne. Vous saisissez les juridictions compétentes pour vous remettre dans vos droits. Prenons le cas de Matata, il saisit quoi? Le cas de Matata, la première chose est de savoir la décision qui l'empêche de sortir est signée par quelle autorité. C'est la première des questions qu'il faut se poser. Mais tout le monde se tait dans cette affaire. Voilà. Tout le monde est silencieux. Voilà. On ne sait pas qui saisir. Donc, la première des choses, c'est l'information. Vous comprenez? Il doit savoir, parce qu'en saisissant la structure internationale, mais cette structure internationale va revenir sur la question de savoir qui les bloque. Vous comprenez un peu? Si, parce que cette structure internationale aussi, nous n'avons pas de relation directe en matière de justice. Aussi, c'est un autre problème. Mais quelle que soit l'instance internationale à saisir, cette instance internationale va devoir aussi rechercher la même information que nous devons avoir. C'est cette information-là qui nous permet à nous, au niveau interne, de savoir que nous dirigeons notre action vers telle institution qui est censée nous répondre. Parce qu'aussi longtemps que nous ne savons pas qu'est-ce qui les bloque. Parce que pour moi, j'ai toujours dit qu'il a ses immunités. Je l'ai toujours dit. Oui, vous l'aviez toujours dit. Je l'ai toujours dit que Matata Ponyo a ses immunités. Alors, lorsque vous avez des correspondances écrites à l'égard d'une telle autorité judiciaire et que vous n'avez pas de suite, vous faites quoi? Oui, il faut, c'est-à-dire, je donne un exemple. Si j'écris au procureur général, par exemple, veuillez me donner la suite qui a été réservée au dossier de mon client, tout ça, je vais attendre qu'il me réponde. Et parfois, nous écrivons, nous voyons l'autorité. Vous voyez, vous écrivez, et puis vous pouvez voir l'autorité, mais l'autorité ne vous répondra jamais verbalement. Mais il saura quand même qu'il y a des gens qui suivent ce dossier pour pouvoir vous répondre par écrit. Mais moi, déjà, oui. Lorsqu'il a saisi les instances internationales, c'est aussi une question de faire pression. Oui, la pression n'a jamais été une question judiciaire. de faire pression pour... La pression est plus, entrer dans tous ces la droits. pression, elle est plus politique. Vous savez, Matata Ponyo est un homme politique. Le législateur lui-même, qui a élaboré des lois en matière pénale, est très clair que toutes les questions qui concernent un homme politique sont politiques. C'est clair pour les législateurs congolais. Toutes les questions. Dès que ça concerne un homme politique, cette question devient politique.
elle ne demeure pas totalement judiciaire. Oui. C'est ainsi que vous voyez, même quand on porte atteinte à un homme politique, l'infraction qu'on commet contre cette personne est politique, c'est automatique. Ce n'est plus une infraction des droits communs. Alors, si déjà au niveau interne, il n'y a aucune suite, est-ce qu'au niveau international, cette pression pourra porter? Oui, la pression, je vous ai dit, elle ne jouera pas sur le plan judiciaire. La pression pourra jouer sur le plan politique. Vous savez, le monde politique, c'est un monde un peu complexe, parce que c'est un monde qui n'a pas de texte. Le monde politique n'a pas de texte. Le monde politique a plus parfois des intentions, a des humeurs. Oui, mais tandis que le monde judiciaire n'a que des textes. Oui, le monde politique, je peux me réveiller, je vois que vous me plaisez, je vous donne un poste. Ou je me réveille demain, je vois que, en tout cas, votre tête ne m'arrange plus, je me mets de côté. Dans le monde politique, on ne peut pas l'accompagner avec le monde judiciaire. Ce sont des mondes tellement différents. Alors, moi, j'aimerais revenir à cette question. Lorsque, en tant que politique, on fait partie de la rédaction d'une constitution, est-ce qu'en matière d'interprétation également d'une disposition constitutionnelle, on peut donner son avis? Parce que vous avez le cas du président du Sénat qui dit que cette constitution, nous l'avons écrite, nous avons participé à sa rédaction. Cette interprétation-là qu'on y a donnée, ce n'est pas cette interprétation, parce que c'est nous qui l'avons rédigée. Bon, moi je pense que le président du Sénat, il a mis de sa personnalité personnelle il a mis un peu de ce qu'il est dans ça. Moi je pense que même cette phrase-là, elle n'est pas à prononcer. On peut parler, peut-être l'accepter qu'un autre sénateur le fasse, pas le président, parce que nous avons le schéma de l'élaboration d'une loi. Une loi passe par le Parlement. Mais ce n'est pas le Sénat qui en a le monopole. Quand on parle du Parlement, nous sommes au Congo. Nous avons la Chambre basse, nous avons la Chambre haute. Mais si vous avez participé à la rédaction, vous n'êtes pas l'auteur de cette œuvre. Ah bon? C'est l'œuvre du Parlement parce que vous rédigez, ça doit passer par des commissions. Ce sont ces commissions-là qui traitent et qui voient qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ne retient pas. Ça passe au vote. C'est-à-dire, vos arguments peuvent tomber là-bas. Mais même quand ça passe, ce n'est plus votre œuvre, ça devient l'œuvre législative. Et quand on parle de l'œuvre législative, on ne voit plus des personnes physiques. On voit maintenant les institutions. Parce que les personnes physiques qui ont rédigé peuvent disparaître. Et on peut les jeter dans les oubliettes. Ils ne nous concernent plus. Maintenant, ce sont les institutions qui doivent parler. A-t-il parlé en tant qu'institution? Il n'en a pas la qualité. Parce que le Parlement se prononce par un congrès. Pas par un président d'une chambre. C'est-à-dire, si le Parlement aujourd'hui, nous disons que le Parlement congolais a décidé, ça ne sera pas le président du Sénat qui a décidé. C'est une erreur. Ça sera le Parlement. Et la décision du Parlement, vous la connaissez. Ce n'est pas la décision du président du Sénat. Le président du Sénat est l'un d'entre les sénateurs qui a été désigné pour diriger le débat. Mais ce n'est pas... Vous savez, dans la démocratie, nous devons avoir cette culture démocratique. C'est-à-dire que je suis là, je suis le président du Sénat comme le président de la Chambre basse. Mais dans ma tête, je ne dois pas me dire que c'est moi qui incarne le pouvoir des sénateurs. Non, chaque sénateur est libre de donner sa voix ou en acceptant ou en refusant ou en s'abstenant. Donc là, c'est un jeu démocratique. À l'occasion, dans l'exercice, il a dit, mais c'est eux qui ont écrit ça. Je vous dis que l'interprétation ne viendra pas du président du Sénat. Je vous dis que c'est une erreur. Il s'agit d'une erreur. Et par la suite, ce qu'il a déclaré, vous savez que c'est également inacceptable sur le plan du droit. Comment ça? Parce que les décisions de justice sont rendues au nom du peuple congolais et non au nom du Sénat ni d'un parlement. Les décisions de justice sont rendues au nom du peuple congolais. Donc c'est en notre nom que les décisions de justice sont rendues et sont exécutées au nom du président de la République en tant qu'incarnation de tous les pouvoirs. Donc, un autre citoyen, à part le président de la République, qui déclare ça, il s'agit d'une rébellion, parce qu'on ne peut pas s'opposer, parce que quand une décision de justice arrive, on s'incline, parce qu'elle est rendue au nom du peuple congolais,
et l'exécuteur, notre président de la République. Et le président de la République, c'est la première institution. On ne peut pas mettre son nez lorsqu'il s'agit d'une exécution de justice. On ne peut pas faire obstruction. Même si les juges s'est trompé, je peux estimer que les juges s'est trompé. La loi prévoit des voies de recours. Mais pour le cas du dossier Matata Pogno, la loi ne prévoit pas de voies de recours. Qu'est-ce que l'on fait quand on est dans un État démocratique, un État qui se veut être un État de droit? On s'incline, c'est le fair play, c'est un principe du droit administratif qu'on appelle le principe du fair play. C'est-à-dire on arrive à un certain niveau, on se dit, c'est comme dans le sport, on se dit, bon, c'est mon adversaire, c'est mon ennemi, mais regardez ce que les textes nous disent, je dois les saluer. Vous voyez, par exemple, dans le football, les joueurs se saluent, même quand le match n'est pas encore terminé. Même quand vous perdez. Voilà, donc ils peuvent s'embrasser. Oui. Ce sont des bonnes manières, nous appelons ça en droit administratif le principe du fair play, c'est-à-dire on se dit, ici il n'y a plus rien à faire, qu'il soit mon adversaire, mon ami ou que ce soit, mais j'ai devant moi une décision qu'on doit exécuter au nom du président de la République. Voilà, merci beaucoup Maître Tchingej de votre passage, surtout pour pouvoir nous éclairer sur cette épineuse question, la bataille entre le droit politique et les bons droits. Merci à vous Floride Zantoto. C'était avec plaisir. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.